Et si je vous disais que l'une des plus grandes fortunes d'Europe est en réalité bâtie sur du vide, imaginez un homme capable de s'offrir le deuxième plus grand opérateur télécom de France, des chaînes de télévision majeures, un jet privé, un yacht de luxe, et même Sotheby's, la mythique maison de vente aux enchères d'art et de diamants à New York. Un empire colossal. Cet homme, c'est Patrick Drahi. Pendant des années, les médias l'ont célébré comme un génie absolu de l'ingénierie financière. Mais derrière les dorures de ses bureaux genevois se cache un dossier secret que personne ne voulait voir. Pour bâtir ce royaume, Patrick Drahi n'a pas utilisé son argent. Il a accumulé une dette monstrueuse de 60 milliards d'euros. Pour vous donner une idée de la folie, c'est l'équivalent du budget annuel de l'éducation nationale en France. Je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Bienvenue dans le monde du capitalisme virtuel, où plus vous devez de l'argent aux banques, plus vous êtes puissant. Patrick Drahi a poussé ce système jusqu'à ses limites extrêmes, devenant à la fois l'un des milliardaires les plus influents de la planète et l'homme le plus endetté de France. Mais en ce moment même, en 2026, le piège est en train de se refermer. Le vent a tourné, les taux d'intérêt explosent et l'illusionniste de la finance est contraint de brader ses plus beaux bijoux de famille pour éviter une faillite historique. Comment un seul homme a-t-il pu manipuler le système bancaire pour s'offrir le monde? Quel est le prix secret de l'ultra-luxe quand il est financé par le chaos? Aujourd'hui, sur Luxe Exclusif, nous levons le voile sur le braquage financier du siècle. Préparez-vous, car l'histoire de la chute de l'Empire Altis va vous montrer la face cachée des milliardaires. Pour comprendre comment Patrick Drahi a pu s'asseoir à la table des plus grands milliardaires du monde, il faut comprendre son arme secrète. Un mécanisme financier si puissant qu'il permet d'acheter des entreprises qui valent des milliards, avec seulement quelques millions en poche. Aux États-Unis, on appelle ça le LBO, Leveraged Buyout. En français, l'achat à effet de levier. Mais pour Patrick Drahi, ce n'est pas juste une technique de finance, c'est un art de magicien. Imaginez que vous vouliez acheter une maison de luxe à 1 million d'euros, mais que vous n'avez que 10 000 euros sur votre compte. Normalement, aucune banque ne vous suit. Le LBO, c'est le cheat code légal du capitalisme. Vous allez voir la banque et vous lui dites « Prêtez-moi les 990 000 euros restants. Pour vous rembourser, je ne vais pas utiliser mon salaire. Je vais mettre des locataires dans cette maison et ce sont leurs loyers qui paieront l'intégralité du crédit à ma place. À la fin, la maison est à vous et vous n'avez presque rien dépensé. Transposez cette idée à l'échelle d'entreprises géantes qui pèsent des centaines de millions d'euros et vous avez la méthode Drahi. Dès le début de sa carrière dans les années 90, ce polytechnicien comprend que le marché du câble et de la fibre est parfait pour ça. Pourquoi ? Parce que les abonnés paient chaque mois, quoi qu'il arrive. Les revenus sont prévisibles, stables, réguliers. Les banques adorent ça. Elles ont l'assurance que l'argent va rentrer pour rembourser les intérêts. C'est ainsi que Patrick Drahi commence à racheter de petites entreprises du câble, puis des moyennes en utilisant à chaque fois la dette de la précédente pour avaler la suivante. Le système est parfait tant que les taux d'intérêt imposés par les banques restent bas, voire proches de zéro. C'est de l'argent gratuit. Mais le LBO a une face cachée, un angle mort terrifiant. Si l'entreprise que vous achetez commence à perdre des clients, ou si les taux d'intérêt grimpent soudainement, la machine s'enraye. Et le château de dette se transforme en piège mortel. Mais en 2014, rien ne peut arrêter le magicien. Patrick Drahi est prêt pour son coup d'éclat. Le rachat de SFR. Nous sommes en 2014. Le marché français des télécoms est en plein séisme depuis l'arrivée de Free, qui a cassé les prix. Au milieu de ce chaos, le géant Vivendi cherche désespérément à se débarrasser de SFR, le deuxième opérateur du pays. Pour le grand public, SFR est un titan. Pour Patrick Drahi, c'est la proie parfaite. Le problème, tout le monde pense que Drahi est trop petit. Son groupe, Numéricable, est un nain par rapport à SFR. Mais le magicien de la dette a un plan. Face à lui se dresse un adversaire redoutable, Martin Bouygues. Le patron du groupe Bouygues veut lui aussi racheter SFR pour fusionner les deux réseaux et écraser le marché. Martin Bouygues
a le soutien d'une partie du gouvernement français et d'Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie, qui voit d'un très mauvais œil Patrick Drahi, cet homme d'affaires basé en Suisse et dont les holdings sont à Guernesey. Bouygues pose des milliards d'euros cash sur la table. La partie semble pliée. Mais ce que Martin Bouygues et le gouvernement sous-estiment, c'est la puissance de feu de la méthode secrète de Drahi, le LBO. Pendant que Bouygues calcule ses investissements de manière traditionnelle, Drahi va voir les plus grandes banques internationales, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan. Il leur fait une promesse folle et décroche un chèque astronomique. Fin 2014, le verdict tombe. Contre toute attente, Vivendi choisit l'offre de Patrick Drahi. Le montant du deal donne le tournis, plus de 13 milliards d'euros financés en quasi-totalité par de la dette. C'est le coup de maître absolu. Le nain numéricable vient d'avaler l'ogre SFR. D'un seul coup, Patrick Drahi change de dimension. Il n'est plus le petit roi du câble, il devient le maître des télécoms en France. Dans la foulée, il profite de cette euphorie bancaire pour racheter à tour de bras des médias comme BFM TV et RMC, et même des opérateurs aux États-Unis. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. L'empire Altice est né. Mais pour les banques qui ont prêté ces milliards, le temps des promesses est fini. Elles veulent des résultats. Et pour rembourser la plus grosse dette de l'histoire des télécoms, Patrick Drahi va devoir appliquer une méthode d'une violence inouïe. Il va littéralement essorer SFR. Quand Patrick Drahi prend le contrôle de SFR fin 2014, les salariés et les fournisseurs comprennent très vite que l'ambiance a changé. L'euphorie du rachat laisse place à une réalité glaciale. Pour rembourser les milliards d'euros d'intérêts que réclament les banques chaque mois, Drahi n'a pas le choix. Il doit dégager du cash, immédiatement, et par tous les moyens. C'est le début d'une stratégie radicale que les observateurs économiques vont appeler l'essorage. La méthode Drahi tient en deux mots, cost killing, réduction des coûts, et c'est d'une violence inouïe. Les budgets de fonctionnement sont coupés à la hache. Du jour au lendemain, on demande aux cadres de rendre leur voiture de fonction. Les plans de licenciement s'enchaînent. En quelques années, le groupe se sépare de plus d'un tiers de ses effectifs. Moins de managers, moins de conseillers clients, moins de techniciens sur le terrain. Chaque centime économisé est envoyé directement au siège pour stabiliser la dette de la maison mère, Altice. Mais le plus impressionnant reste le traitement réservé aux fournisseurs et sous-traitants. Patrick Drahi impose un bras de fer permanent. Il exige des baisses de prix immédiates de 20 à 30% sur tous les contrats. Et si un partenaire refuse, SFR gèle tout simplement les paiements. Des dizaines de petites et moyennes entreprises françaises se retrouvent au bord de la faillite, prises en otage par le géant des télécoms. Pour Drahi, le business n'a pas d'état d'âme. Chaque jour de retard de paiement est un jour où l'argent reste dans ses caisses pour générer des intérêts. Sauf que cette stratégie de la terre brûlée a un prix. À force de couper dans les budgets, le réseau de SFR commence à se dégrader. Les pannes se multiplient, le service client devient injoignable et la colère monte. Le résultat est immédiat et catastrophique. En l'espace de 3 ans, SFR perd plus de 2 millions de clients mobiles et des centaines de milliers d'abonnés Internet au profit de ses concurrents. N'importe quel patron s'inquiéterait de voir ses clients fuir. Mais pas Patrick Drahi. Pendant que sa réputation s'effondre en France, le magicien de la dette regarde déjà ailleurs. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, de quitter le monde, parfois ingrat des télécoms, pour s'offrir le symbole ultime de la puissance et du prestige mondial, le marché de l'ultraluxe. Jusqu'ici, Patrick Drahi était un homme de l'ombre, un technicien des chiffres, enfermé dans les télécoms et la fibre optique. Mais les vrais milliardaires ne veulent pas seulement du cash flow, ils veulent du prestige, ils veulent une place dans l'histoire, là où l'argent rencontre l'art et le pouvoir. En 2019, l'empereur d'Altis décide de frapper un coup qui va stupéfier le monde entier et le propulser au sommet de la haute société mondiale. Il s'attaque au temple de l'ultraluxe, Sotheby's. Fondé en 1744 à Londres, Sotheby's est la plus ancienne et la plus prestigieuse maison de vente aux enchères de la planète. C'est là que les plus grandes fortunes, les rois et les stars s'arrachent des chefs-d'œuvre de Picasso, des diamants historiques ou des collections privées inestimables. C'est un club ultra privé. Et en juillet 2019, Patrick Drahi signe un chèque personnel de 3,7 milliards de dollars pour s'en offrir le contrôle total. D'un coup, il privatise cette institution et l'efface de la bourse de New York.
Le paradoxe est absolu, presque provoquant. Pendant que les clients de SFR se plaignent des pannes de réseau et que les salariés subissent la pression des économies, l'argent du groupe sert à financer l'ascension de Drahi dans le monde de l'art contemporain et du luxe. Yeah, take a look at shares of Sotheby's. I think we have those for you. Look at that, up 57%. Why? Well, Patrick Drahi, the multi-billionaire behind Altice, is going to be the owner of Sotheby's. The company is going private. Mr. Drahi is buying it. Pour la communauté financière, c'est une consécration. L'homme qui a bâti son empire sur le câble low cost s'offre le monopole du bon goût et de l'exclusivité. Mais en réalité, ce rachat cache une autre vérité. Drahi applique la même méthode qu'avant. Il a encore utilisé la dette pour s'offrir Sotheby's. À ce moment-là, Patrick Drahi est à l'apogée de sa puissance. Sa fortune personnelle culmine à plus de 10 milliards d'euros. Mais je me dis, les autres, ils sont plus gros, mais ils sont pas meilleurs puisqu'ils perdent de l'argent. Moi, je suis petit, mais je gagne de l'argent. Je vais aller voir le banquier, je vais lui expliquer mon truc, et je vais acheter le numéro 23, le numéro 22. Là, on commence à faire des montages de type LBO au moment du rachat. C'est des fonds qui mettent l'argent et qui empruntent d'une façon importante pour complémenter le capital par l'emprunt bancaire pour acheter des choses plus grosses que soi. Il possède des résidences somptueuses à Genève, Paris, New York et Tel Aviv. Il navigue sur son yacht de 50 mètres et se déplace dans son jet privé. Il a prouvé au monde que la dette n'était pas un fardeau, mais un accélérateur de richesse infinie. Mais le problème avec les magiciens, c'est que les illusions ne durent qu'un temps. Alors que Drahi se croit intouchable au sommet de son royaume de luxe, un événement imprévu va faire voler son secret en éclats. Un scandale de corruption interne qui va allumer la mèche de la bombe à retardement. Juillet 2023. Un séisme d'une violence inouïe frappe le cœur de l'Empire Altice. À Lisbonne, au Portugal, la police mène une série de perquisitions spectaculaires. Un homme est arrêté et placé en détention provisoire. Son nom ? Armando Pereira. Pour le grand public, ce nom ne dit rien. Mais dans l'ombre de Patrick Drahi, Pereira est l'homme de confiance absolue. Il est le cofondateur du groupe, le bras droit historique, celui qui était chargé d'exécuter la fameuse stratégie d'essorage des coûts dans toutes les entreprises du réseau. La justice portugaise soupçonne Armando Pereira d'avoir mis en place un réseau de corruption secrète à l'intérieur même du groupe Altice. Le système mis au jour est machiavélique. Pour chaque gros contrat de fournisseur ou d'achat immobilier signé par le groupe, des commissions occultes auraient été versées. Des dizaines de millions d'euros auraient été détournés au détriment d'Altis, transitant par des sociétés écrans basées à Dubaï ou dans des paradis fiscaux. C'est une trahison au plus haut niveau de l'état-major de Patrick Drahi. Pour Patrick Drahi, le choc est immense. Devant les banques et les investisseurs paniqués, il doit prendre la parole. Il se dit trahi, choqué et affirme qu'il ne savait rien des agissements de son ami de 30 ans. Mais le mal est fait. Ce scandale ne détruit pas seulement une amitié, il brise l'élément le plus précieux et le plus fragile du capitalisme virtuel, la confiance. Les marchés financiers, qui fermèrent les yeux sur la montagne de dettes d'Altis tant que la gestion semblait impeccable, commencent soudainement à paniquer. Du jour au lendemain, les obligations d'Altis, c'est-à-dire les titres de sa dette, s'effondrent sur les marchés financiers. Les investisseurs veulent y récupérer leur argent à tout prix. Pour Drahi, c'est le pire des scénarios. Son système de LBO magique reposait sur une idée simple. Pouvoir réemprunter indéfiniment pour rembourser les anciennes dettes. Mais avec ce scandale de corruption, plus aucune banque ne veut lui prêter à bas coût. Le grain de sable vient de gripper la machine à milliards, et au même moment, une tempête économique mondiale, bien plus grande que ce scandale, s'apprête à s'abattre sur l'Empire. Le retour de l'inflation et la fin de l'argent gratuit. Pendant 10 ans, Drahi a profité de taux d'intérêt proches de zéro pour emprunter des milliards à l'œil, mais la fête est finie. Les banques centrales ont augmenté les taux à une vitesse record. Et pour un empire assis sur 60 milliards d'euros de dette, c'est un arrêt de... Faites le calcul. Quand vous devez 60 milliards d'euros avec un taux d'intérêt à 1%, vous devez rembourser 600 millions d'euros par an, rien que pour les intérêts. C'est gérable pour un groupe comme Altis. Mais quand ces taux grimpent à 5% ou 6%, l'addition explose et passe à près de 3 milliards d'euros par an. Juste pour payer les intérêts, sans rembourser un seul centime du capital. Aucune entreprise au monde, pas même SFR avec tous l'essorage du monde, ne peut générer autant de cash flow. La machine est officiellement bloquée. Le dos au mur, Patrick Drahi n'a plus le choix.
Pour calmer les banques et éviter la faillite pure et simple de son groupe, le magicien doit se transformer en vendeur de tapis. Fin 2024, il cède son empire médiatique, incluant BFMTV et RMC, au milliardaire Rodolphe Sadé pour 1,5 milliard d'euros. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de ses dettes. Le marché s'affole car le gros morceau est désormais sur la table, son joyau historique SFR est officiellement mis en vente à son tour. Le bras de fer de 2026 est historique. Patrick Drahi tente son dernier coup de bluff. Il demande à ses créanciers d'effacer une partie de sa dette en échange d'actions du groupe. Mais les fonds d'investissement, notamment les géants américains, refusent de se faire plier. Ils veulent leur argent, cash. L'homme qui faisait trembler les ministres et les banquiers se retrouve pris à son propre piège, forcé de négocier chaque actif, chaque filiale, pour sauver sa tête. Le roi de la dette est nu. Le mirage du capitalisme virtuel s'est évaporé sous le coup de la réalité économique. Mais l'histoire d'Altis nous rappelle une vérité immuable. La dette n'est jamais invisible. Elle finit toujours par réclamer son dû. Mais ne vous y trompez pas. Si ces entreprises tremblent et que son empire se fissure, Patrick Drahi, lui, ne finira pas ruiné. C'est là toute la magie et le cynisme de la haute finance. Grâce à un réseau complexe de holdings personnels basés dans des paradis fiscaux, l'homme d'affaires a pris soin de mettre sa fortune personnelle à l'abri du naufrage. Les banques perdront peut-être des plumes, les salariés perdront peut-être leurs emplois, mais l'illusionniste en chef, lui, restera assis sur un trésor de plusieurs milliards d'euros. La méthode Drahi restera dans les annales des écoles de commerce comme le hold-up financier le plus audacieux de notre époque. Un chef-d'œuvre de bluff, de prestige et de risque calculé qui a redéfini les codes de la richesse. Si vous avez aimé cette plongée exclusive dans les secrets les plus sombres des milliardaires, détruisez ce bouton like, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la méthode Drahi et surtout, abonnez-vous à Luxe Exclusif. Activez la cloche, car notre prochain dossier sur l'ingénierie financière des plus grandes marques de luxe va vous laisser sans voix. Merci de votre fidélité, portez-vous bien et à très vite pour un prochain épisode.